Donc, toute communication nécessite un émetteur. Donc, par exemple, un ordinateur, en voici un. Et bien sûr, un récepteur, voilà, et un média de communication qui peut être simplement une jonction entre les deux. Dans un réseau informatique, les émetteurs, donc ST3, et les récepteurs, ST4, sont des cartes adaptateurs réseau. On appelle ça des cartes réseau. Donc ici, nous avons une carte réseau. Ces cartes électroniques permettent à l'ordinateur de recevoir et d'envoyer des informations sur un média réseau. Les médias de communication sont composés de différents matériels qui interconnectent toutes les cartes réseau entre elles par l'intermédiaire de câbles dans un réseau filaire ou d'ondes électromagnétiques dans un réseau non filaire ou sans fil type Wi-Fi. Donc par exemple, ici nous avons, pour interconnecter ST3 et ST4, nous allons prendre un hub. Un hub, c'est un concentrateur. Donc autrement, nous avons des switches, ou autrement, des routeurs. Alors pour connecter le ST3 et ST4, nous allons utiliser le fil ici, et nous connectons les deux ordinateurs sur un hub. Nous pouvons mettre un troisième ordinateur. Donc par exemple, vous avez une soirée et vous faites un jeu en réseau. Donc vous allez utiliser un hub ou un commutateur. Alors le hub, on appelle ça concentrateur en français. Et le switch, c'est le commutateur en français. Donc il y a une petite différence entre les deux. Donc maintenant que nous avons réalisé le réseau, nous allons passer en mode Ethernet. Lorsque les éléments sont verts, c'est qu'ils sont bien connectés. À savoir, si on retourne en mode conception réseau, qu'on fait clic droit, configurer câble, ça peut être des perces torsadées droits lorsqu'on va sur un hub, mais lorsqu'on va d'un ordinateur à l'autre ou d'un ordinateur à un routeur, ce sont des paires torsadées croisées. On peut utiliser du câble coaxial ou une ligne téléphonique dans le cas où on est relié à Internet, cet élément-là. Donc lorsque l'on passe en mode Ethernet, et que là nous avons ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire un concentrateur, eh bien nous allons pouvoir communiquer de poste à poste. Pour communiquer, les postes doivent être reliés entre eux, donc ici à l'aide de fils. Le concentrateur, hub en anglais, réalise des liaisons en étoiles. Donc là nous avons une étoile. Chaque ordinateur est relié à un port de communication du concentrateur. Selon le modèle choisi, un concentrateur ou hub dispose d'un nombre variable de ports. Donc là, on peut changer, dans mode conception réseau, on peut changer, en faisant clic droit configurer, on peut changer le nombre de ports. Donc on a 6 ports en entrée et un port de sortie pour cascader d'autres hubs. Le concentrateur, en fin de compte, répète les signaux qu'il reçoit sur un port sur tous les autres ports. Donc ça veut dire qu'il reçoit une information, il répète l'information sur tous les autres ports. Le destinataire doit donc savoir que le message lui est adressé. Donc si ST3 veut parler à ST6, en fin de compte, ST3 va envoyer un message et ça va être répété partout sur toutes les lignes de port. C'est la définition d'un hub ou d'un concentrateur en français. Chaque carte réseau qui a de connecter sur ST3, ST4, ST5, ST6 possède une adresse unique. On parle d'une adresse matérielle ou d'une adresse MAC, M-A-C. Le message qui circule sur le réseau contient l'adresse de l'émetteur, c'est-à-dire ST3 par exemple, qui émet, et l'adresse du destinataire, par exemple ST6, comme pour un courrier postal. Comme le concentrateur ne connaît pas l'emplacement du destinataire, il envoie à tous les postes, c'est le principe de la diffusion ou du broadcast, toutes les cartes réseau reçoivent le message. Donc ça veut dire que si ST3 émet une information, ST4, ST5 et ST6 reçoivent le message. Seule la carte réseau du destinataire du message le lit. Cette méthode de transition génère beaucoup de trafic. C'est pour ça qu'on préfère utiliser généralement un switch dans lequel on va mémoriser les connectiques, c'est-à-dire on va mémoriser la table de routage. Donc par exemple ici, on va se mettre en mode Ethernet et puis
on va faire clic droit, on peut éteindre, clic droit, allumer, clic gauche, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, en mode Ethernet. Alors si normalement on peut faire clic droit, voilà, sur le carré vert et on peut émettre une trame. Donc on va mettre une trame en broadcast, c'est-à-dire en diffusion sur l'ensemble des destinataires. Donc on fait OK. Et on voit que la trame est envoyée à l'ensemble des destinataires et que chacun reçoit une information. On peut cliquer sur message de réception et recommencer. Donc clic droit, émettre une trame en broadcast, c'est-à-dire en adresse de diffusion, c'est-à-dire à l'ensemble, et normalement on va avoir un message. Donc bonjour, donc ST4 reçoit bonjour de ST3, ok. ST5 reçoit bonjour de ST3, ST6 reçoit bonjour de ST3. Donc là, on est dans le protocole dit Ethernet, c'est-à-dire qu'on parle sur les adresses MAC. Maintenant, on va rajouter une couche spécifique, c'est l'IP, l'Internet Protocol. À ce moment-là, on doit spécifier, donc vous voyez, si on fait clic droit, on peut l'éteindre, on peut l'allumer, et puis on peut faire beaucoup plus de choses, c'est-à-dire qu'on peut configurer l'adresse IP, on peut voir la table de routage, le fichier host, le cache RP, on peut envoyer un ping. Donc la première chose à faire, c'est de configurer chaque ordinateur. Donc là, ils sont tous reliés. Donc on a ici un hub, c'est-à-dire un concentrateur. On est dans le cadre d'une soirée, par exemple, entre 4 amis qui jouent sur chacun son ordinateur pour un jeu en réseau. Eh bien, on va configurer l'IP et on va prendre une IP locale 192.168.1.1. C'est une adresse privée et le masque, c'est un masque de classe C, c'est-à-dire 255.255.255.0. Voici pour la première machine. Clic droit, configurer l'IP, donc 192.168.1, donc maintenant on fait .2 pour la deuxième machine. Le masque, c'est un masque de classe C aussi. Il faut absolument avoir le même masque pour être dans le même réseau. Alors, clic droit sur la case verte, configurer IP. Donc 192.168.1.3 pour la troisième machine, le même masque. Configurer l'IP. 192.168.1.4, même masque pour la quatrième machine. Voilà. Maintenant, si on regarde, par exemple, la table de routage, qu'est-ce que l'on a? Quelle est la table de routage de l'ordinateur ST3, station 3? Eh bien, il y a sa propre adresse, l'adresse IP 192.168.1.1, le masque, on a la passerelle, c'est la même valeur. Voilà, c'est l'adresse de passerelle, c'est la même valeur que l'adresse de l'ordinateur. On a l'adresse du réseau qui est 192.168.1.1 et l'adresse de diffusion, c'est-à-dire c'est une adresse commune à l'ensemble, 192.168.1.255. Donc on voit que quand on est dans un masque de classe C, vous voyez 255, 255, 255, 0, en fin de compte on peut mettre 256 ordinateurs moins l'adresse de diffusion, c'est-à-dire 255, moins l'adresse de réseau, c'est-à-dire 254 ordinateurs. Voilà. Donc si on regarde maintenant la table de routage de la station 4, eh bien on retrouve son adresse IP, hein, l'Internet Protocol, son adresse IP, 192.168.1.2, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion, on a la même adresse de diffusion. Pour ST3, on va regarder sa table de routage, pardon, pour ST5, donc 192.168.1.3, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Pour ST6, excusez-moi, clic droit, table de routage. Donc voilà ce que l'on a, 192.168.1.4, c'est la quatrième station ou ordinateur, l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion ou de broadcast. Voilà. Donc on peut rajouter, en faisant plus, on peut rajouter des adresses dans la table de routage, on fait plus, et puis on peut rajouter des masques, des passerelles, etc. Donc là, c'est pas le cas, on ne veut rien rajouter. Donc on est dans le cas d'une soirée, 4 ordinateurs. Là, on peut l'éteindre, lui.
C'est tout ce qu'on peut faire. Clic droit, clic gauche, hein, on peut l'allumer et l'éteindre, c'est tout ce que l'on a. Maintenant, si on repasse en mode Ethernet, on peut l'éteindre. Hein, on ne peut rien faire sur le hub, sur le concentrateur. Donc maintenant, nous allons faire un ping. Donc on va envoyer un ping à l'adresse IP. Laquelle? Eh bien, on va par exemple sur la station ST6. Donc son adresse, donc on a l'adresse MAC, c'est MAC6, et son adresse IP, c'est 192.168.1.4. Donc 192.168.1.4. Voilà, on va faire OK. Donc la station 3 recherche le destinataire, dont l'adresse IP est 192.168.1.4. On avance. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Il regarde sa table de routage, lui connaît son adresse IP, la station 3, son adresse réseau, qui est due au masque sous réseau, qui est ici, et son adresse de diffusion. Voilà ce qu'il connaît. Donc il ne connaît pas cette adresse-là. Donc, aucune correspondance trouvée, il ne connaît pas cette adresse de destination. Donc il a examiné sur ce qu'on appelle le cache ARP. Le cache ARP, c'est un endroit où il a déjà fait des communications et peut-être éventuellement qu'il aurait déjà communiqué avec la station 6 qui a pour adresse IP 192.168.1.4. Mais pour le moment, non, il n'a jamais communiqué avec elle. Donc, il va il va émettre une requête. Il envoie une information à 192.168.1.4. Peut-être que cette adresse IP n'existe pas, mais il envoie une requête à cette adresse IP. Donc la destination 192.168.1.4. Comme il ne connaît pas la station, il va ce qu'on appelle envoyer une information, une requête ARP sur l'adresse de broadcast qui est 192.168.1.255. Donc ST4 va le recevoir et ST5 et ST6. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont l'adresse de broadcast dans leur table de routage. Donc il envoie l'information à l'ensemble. Chacun reçoit l'information et va réagir en conséquence. ST4 regarde, il examine la source du paquet. Bon, je reçois une information de ST3 qui a pour l'adresse MAC3 et l'adresse IP 192.168.1.1. J'examine la source du paquet. C'est une IP inconnue. Ah, c'est intéressant, je vais la mémoriser pour la prochaine communication. Je la mémorise. Je sais que l'adresse MAC3 a pour adresse IP 192.168.1.1. Donc là, ce qu'on appelle le cache ARP, c'est là où on va mémoriser les communications si c'est utile ultérieurement de recommuniquer avec ST3. J'examine le paquet que m'a envoyé ST3. C'est une requête ARP. Qu'est-ce que cette requête me donne? On veut communiquer avec 192.168.1.4, c'est-à-dire ST6. Vous voyez là, ST6, c'est cette adresse IP là. Bon, moi, ST4, mon adresse IP, c'est quoi? Mon adresse IP, c'est 192.168.1.2. Je la remets ici. Ah, en fin de compte, je ne vais pas traiter la requête parce que ce n'est pas pour moi. Donc, c'est fini pour la communication. ST3, qui a pour adresse IP 192.168.1.3, va examiner la source du paquet. C'est une IP inconnue. J'ai jamais communiqué avec ST3 qui a pour adresse MAC3 et adresse IP 192.168.1.3. Pardon, .1. Donc, je vais mémoriser dans mon cache ARP l'adresse IP de ST3 et son adresse MAC pour une prochaine communication. J'examine le paquet, c'est une requête. On veut parler avec 192.168.1.4, qui est celui-ci. Et moi, je suis le 192.168.1.3. Donc, ce n'est pas pour moi, je ne réponds pas et j'ai fini. Voyons autour de ST6. ST6 examine le paquet. Ça vient de MAC3, adresse IP 192.168.1.1. Ah, je ne connais pas cette adresse IP, donc je vais la mémoriser. J'associe cette adresse IP à cette adresse MAC. J'ai communiqué. ST3 m'a envoyé une information, j'ai communiqué avec lui. Donc je mémorise pour une prochaine communication. J'examine le paquet ARP. C'est une requête ARP. Elle est
pour le 192.68.4. Ah, et moi je suis quoi? Eh bien mon adresse IP c'est 192.68.1.4. Donc c'est pour moi. Je vais renvoyer une réponse ARP. J'envoie une réponse ARP en mode de broadcast. On est dans le cas d'un hub. Donc lorsqu'on envoie une information, elle est envoyée à l'ensemble des ordinateurs. Et chacun examine son paquet. Donc, moi, je suis 192.68.1.1. Donc, j'examine la source du paquet envoyé par MAC6 192.68.1.4. Ah, je ne le connais pas pour le moment. Donc, je vais associer son adresse maintenant MAC, que je ne connaissais pas, à l'adresse IP que je connaissais, avec qui j'ai essayé de communiquer. Donc, je l'associe, je le mets dans mon fichier ARP. Donc j'ajoute l'IP source dans le cache ARP. Donc l'IP source, c'est-à-dire ST6, est rajouté avec l'adresse MAC6. J'examine le paquet ARP. C'est une réponse ARP. Donc MAC6, c'est lui. Je vais répondre à MAC6. Je réponds uniquement à MAC6. Alors, l'adresse de destination, c'est 192.68.1.4, c'est-à-dire c'est ST6. Donc, j'ai mon adresse IP, j'ai mon masque sous réseau, le routage est non actif pour le moment. Donc, j'examine le paquet IP, c'est un écho de request, un paquet écho request. Ça vient de 192.68.1.1 et à ce moment-là, et ça va à 192.68.1.4. Et à ce moment-là, que va faire ST6? Il va renvoyer un écho du paquet qui lui a été envoyé par ST3. Donc 192.68.1.4 va renvoyer à 192.68.1.1 un paquet que ST3 lui avait précédemment envoyé. Donc IP de destinataire, c'est ST6. Carte réseau 192.68.1.4 avec le masque sous réseau. Voilà. Et ça envoie à qui? À ST3. Alors, il va examiner ST6, recherche la route. C'est-à-dire par quelle route va-t-il aller pour joindre ST3. La route n'est pas stockée dans le hub. Le hub est simplement, en fin de compte, il envoie l'information à l'ensemble des ordinateurs lorsqu'il y a une information qui lui est envoyée. Donc il regarde sa table de routage. L'IP à joindre, c'est 192.68.1.1. Lui, il connaît quoi? Il connaît son adresse IP, 192.68.1.4. Il connaît l'adresse réseau, 192.68.1.0, parce que c'est le masque sous réseau, c'est 255.255.255.0. Et il connaît l'adresse de diffusion. Voilà ce qu'il connaît pour le moment. Et il examine son cache ARP. Ah, il a déjà communiqué avec ST3. Il sait que 192.68.1.1, l'adresse MAC, c'est MAC3. Donc, il va pouvoir communiquer directement avec ST3. Donc, il envoie un paquet d'Internet Protocol de MAC6, c'est-à-dire de ST6, vers MAC3, c'est-à-dire ST3. L'adresse de destinataire, c'est-à-dire lui, c'est 192.68.1.4 et la carte réseau, l'adresse IP de la carte réseau, c'est 192.68.1.4 avec le masque sous réseau 255.255.255.0. Donc, c'est parti, il envoie la réponse. Lui, ST3 examine l'IP de destination. Ah, apparemment c'est pour moi. Eh bien, il va envoyer un paquet d'écho-réponse. Et bien sûr, il affiche le message de réussite, comme quoi l'hôte a bien renvoyé le paquet. C'est la fin de démonstration.
Donc voilà comment, en fin de compte, un ordinateur communique avec un autre ordinateur. Maintenant, nous allons passer en mode transport. Le mode transport rajoute une couche supplémentaire. Donc on voit maintenant que ce n'est plus c'est plus un ping. Tout à l'heure on était en mode IP. Clic droit, on pouvait envoyer un ping vers une adresse IP de destination. Voilà, celle-ci. Voilà. Et la réponse. Maintenant, lorsqu'on est en mode transport, qu'on fait un clic droit sur clic droit sur la station, on peut voir la table de routage, mais ce qui est important dans le cas du TCP, dans le cas du transport, eh bien, il faut indiquer les ports qui sont écoutés. Donc, port à écouter, on va mettre que c'est le port 1 pour celui-ci. Lui, pareil, port à écouter, port 1. Donc, on fait un plus. Port à écouter. Si on agrandit la fenêtre, vous allez voir. Donc, on fait plus. Donc, on peut changer le port. On pourrait mettre le port 20, hein, par exemple, 81 ou 80. Valider. Table port écouté. Plus. Voilà, on pourrait faire du DP, mais là, on fait du TCP pour le moment. Valider. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie une requête, on envoie l'adresse de destination, l'adresse IP, et sur quel port on communique. Donc là, ce qu'on va regarder, ce qui peut être intéressant, c'est regarder ce qu'on appelle la table de routage. Non, c'est le cache ARP que je ne vous ai pas monté. Donc si on se met en couche IP, on peut regarder ce qu'on appelle le cache ARP. Donc dans ce cache ARP, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ST3 connaît ST4, connaît ST3 à lui-même, connaît ST5 et connaît ST6 parce qu'il a communiqué. Ça, c'est dans le cache ARP. Voilà. C'est dans un fichier. Ce qui correspond à une table de routage. Donc maintenant, on va se remettre en mode transport. Donc, conception réseau, c'est réalisation réseau. Première couche physique Ethernet, protocole IP, protocole transport au-dessus. Donc là, on va envoyer ce qu'on appelle une requête. Donc l'adresse de destination, on va prendre la même, 192.168.1.4, c'est-à-dire ST6. Le numéro de port, eh bien, ST6 écoute le port 1, donc on va envoyer sur le port 1. Si on envoie sur un autre port, comme il n'écoute pas sur un autre port, eh bien, il n'entendra pas. Donc, on va contrôler l'adresse IP. L'adresse IP est non locale. Donc voilà l'adresse IP de destination, c'est ST6. ST3, lui, parle sur le port 9179 et il envoie vers le port de destination qui est 1. Donc il va chercher la route. L'IP à joindre, c'est ST6, MAC 6. L'IP source, c'est ST3. Destinataire, ST6. Il parle en protocole TCP sur le port source 9179 et le port de destination, c'est-à-dire ici, c'est 1. Là, on part de c'est MAC 3. Alors, est-ce qu'on a la MAC 3? Vous voyez ici, MAC 3, c'est l'adresse MAC 3. Ça, c'est la table de routage qu'a le ST3. Donc, il connaît son propre adresse IP, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Alors là, il n'y a aucune règle de filtrage. Donc, l'IP source, c'est lui. L'IP de destination, c'est lui. Protocole, voilà. Donc,
requête envoyée, ajoutée. Donc il va envoyer une requête. Il envoie un paquet de MAC 3 vers MAC 6. Ça, c'est la couche Ethernet. La couche IP, la voici. C'est-à-dire 192.168.1.1, ça c'est ST3. L'adresse de destination 192.168.1.4, ça c'est ST6. Et le protocole, donc la couche protocole transport, transport contrôle protocole. Port source 9179, port destination 1. L'adresse MAC de départ, c'est MAC 3. Voilà, ici. Donc, il envoie la requête, comme il le connaît, directement à ST6. Donc, vérifier s'il faut translater une adresse. Donc là, il n'y a pas de translation d'adresse. Hein. L'IP source, c'est ST3. L'ID destination, c'est ST6. ST3, pour adresse IP 192.168.1.1, parle sur le port 9179. Et l'adresse de destination, c'est ST6. Et il doit recevoir sur le port 1. Examiner IP de destination. Donc il examine. Il n'y a aucune règle spécifique de filtrage pour le moment. Donc le port écouté, lui, le 192.168.1.4, il écoute sur le numéro 1. Et là, on lui envoie sur le numéro 1. Donc c'est sur le bon port qu'on a envoyé l'information. Donc protocole TCP, Internet Protocol adresse IP. On parle en TCP sur le port 9179 et on envoie sur le port de destination 1 sur l'adresse IP 192.168.1.4. Afficher le message de récit, l'envoi a été accepté parce qu'on a parlé sur le bon port et la bonne adresse IP. Fin de la démonstration, l'envoi a été accepté. Voilà. Donc voilà de la communication entre ST3 et ST6. Donc ce qui est important, c'est de regarder la table de routage et d'avoir la même adresse réseau. Donc là c'est 192.168.1, l'adresse réseau. Là si on regarde la table de routage, donc on a la même adresse réseau, 192.168.1. Le numéro étant derrière correspond en fin de compte au nombre de machines qui sont connectées sur ce réseau. Donc là on peut connecter 254 machines et elles peuvent communiquer entre elles car elles sont au niveau IP à la même adresse IP au niveau de l'adresse réseau 192.168.1 et le chiffre qui est après c'est le numéro de machine. Et là on voit que le masque sous réseau indique que c'est un classe C car alors si on fait un et logique entre 192 et 255 on trouve 292, 168 et 255 on fait 168, 1 et 255 on fait 1, on retrouve 1 et 1 et 0 on retrouve 0. Donc l'adresse réseau c'est 192.168.1.0. C'est ce qu'on retrouve dans la table de routage. Ici, on retrouve l'adresse réseau 192.168.1.0. Ça c'est l'adresse réseau, ça c'est l'adresse de diffusion, ça c'est l'adresse de la machine, de la carte réseau. Donc voilà tout ce que ST3 connaît comme adresse IP. Si on regarde son cache ARP, eh bien lors des dialogues, il a mémorisé tout l'environnement. Donc il a mémorisé ST4 avec l'adresse MAC et son adresse IP, ST5 et il a mémorisé ST6. Donc voilà ce que fait un hub avec 4 machines. Donc voilà ce que je voulais vous présenter au niveau du commutateur. Alors autrement, qu'est-ce qu'un réseau? Donc un réseau est formé physiquement par un ensemble de postes informatiques raccordés par leur carte réseau à des concentrateurs, c'est-à-dire des hubs, ou des commutateurs, c'est-à-dire des switches, interconnectés entre eux. Mais si tout est interconnecté, comment savoir où finit un réseau ou commence un autre réseau? Car
si tous les postes du monde s'interconnectaient à travers des commutateurs et des concentrateurs, ils formeraient un unique et gigantesque réseau où chacun devrait connaître l'adresse de tous les autres. En avril 2003, il y avait environ 665 millions d'internautes dans le monde, dont 20 millions en France. Si on n'utilisait que des concentrateurs à chaque fois qu'un poste émettrait un message, ce message serait diffusé vers 665 millions de fois, c'est-à-dire vers les 665 millions d'ordinateurs. Si on n'utilisait que des commutateurs, chaque commutateur devrait gérer 665 millions d'adresses. Il faut savoir que la différence entre un hub et un commutateur, c'est-à-dire un hub c'est un concentrateur, un commutateur c'est un switch, eh bien la différence c'est qu'en fin de compte le switch ou le commutateur, je veux dire commutateur en anglais, eh bien va mémoriser en fin de compte comme une affaire comme une table de routage, c'est-à-dire il va mémoriser toutes les connexions qu'il y a eu et va faire une petite table de routage, ce que n'a pas un hub ou un concentrateur. Il n'a rien du tout, lui il communique vers l'ensemble des éléments qui sont connectés avec lui. Donc on voit bien que dans ce cas-là, si on a 665 millions de fois à communiquer, on voit que ce n'est pas possible. Donc pour résoudre ce problème, on utilise un système d'adresse logique. Donc il y a ce qu'on appelle un réseau physique, avec un adressage dans un réseau physique, et ensuite il y a un réseau logique et un adressage dans un réseau logique. Donc imaginons un service postal travaillant comme des commutateurs. Il affecterait un numéro à chacun des usagers et utiliserait pour lui distribuer le courrier. La distribution des lettres serait alors un vrai casse-tête pour les facteurs. Mais où est donc la boîte aux lettres pour l'usager numéro 8 499 599 ? Il serait incapable de le trouver. Notons qu'en adoptant la logique de fonctionnement d'un concentrateur, ça serait pire. La lettre est envoyée à tout le monde alors qu'il y a un seul destinataire qui doit ouvrir la lettre. Les services postaux ne procèdent pas comme ceci. Donc les usagers seront regroupés par code pays, par code postal, puis par rue, enfin seulement par numéro dans la rue. On a donc créé des niveaux intermédiaires qui permettent d'accélérer la recherche d'un destinataire. Tous les habitants d'un même quartier ont un même code postal, ceux d'une même rue bien sûr ont la même rue, et les numéros différents dans une même rue pour les distinguer. Ainsi, le service postal localise d'abord le pays, puis la ville, puis le quartier, puis la rue, et enfin le numéro, et donc la destination, donc l'habitation du destinataire. On procède également ainsi dans les réseaux informatiques. Pour limiter le nombre d'adresses à gérer, on regroupe les ordinateurs en réseaux logiques. Ainsi, l'ordinateur a une adresse composée d'une partie commune qui permet de localiser le réseau logique auquel il appartient, puis d'une partie spécifique qui l'identifie de façon unique au sein du réseau logique. Il y a un côté arbitraire dans la création de ces niveaux d'intermédiaires. Pour les villes, ils relèvent de leur histoire. Il y a des grandes villes et des petites villes. Certaines villes sont limitrophes les unes des autres. Et quand on traverse une rue, il n'est pas rare de changer de commune. Il ne faut donc pas se fier à la configuration physique pour décider de l'appartenance à une adresse ou à une ville. Pour les réseaux informatiques, c'est la même chose. Les regroupements obéissent de plus en plus à des impératifs organisationnels et de moins en moins à des considérations géographiques. Deux postes qui sont proches physiquement peuvent ne pas appartenir au même réseau logique. Un réseau logique est donc formé par des postes qui, indépendamment de leur emplacement, appartiennent à un regroupement que l'on peut pouvoir adresser de façon unique. Alors, comment on peut définir un réseau logique ? Eh bien, pour définir un réseau logique, il faut définir une adresse logique pour le réseau. Et au-delà de l'adresse matérielle, c'est-à-dire physique, c'est-à-dire l'adresse MAC des cartes réseau, il faut définir l'adresse logique de chacune d'elles dans le réseau. C'est le rôle de l'adresse IP, l'Internet Protocol. Dans une adresse IP, il y a une partie qui identifie le réseau et une partie qui identifie le poste, ou plutôt la carte réseau du poste. Une adresse IP est composée de 4 valeurs décimales séparées par un point, c'est-à-dire de 4 octets. Chaque valeur est comprise entre 0 et 255, c'est-à-dire 8 bits qui vont de 0 à 1. La partie gauche de l'adresse identifie le réseau, la partie droite le poste. Donc par exemple, nous, dans ST3, si on regarde, si on fait clic droit, la table de routage, eh bien l'adresse réseau c'est 192.168.0 et le poste c'est le poste 1.
Le masque sous réseau permet de connaître la longueur de la partie réseau de l'adresse. Le masque sous réseau ici c'est 255.255.255.0. La façon dont on procède, hein, c'est un petit peu délicat, c'est ce qu'on appelle le et logique entre l'adresse IP de la carte réseau et ce qu'on appelle le masque sous réseau. Eh bien, là, ce masque sous réseau, c'est un masque de classe C. On pourrait voir ça ultérieurement. Donc simplement avec ce masque de classe C, on a 256 possibilités, moins l'adresse de diffusion, moins l'adresse réseau. Voilà. Alors maintenant, dans un deuxième chose un peu différente, c'est que quand vous allez sur Internet, vous tapez Google, vous ne tapez pas les adresses IP. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le DNS, le Domain Name System, qui va associer l'adresse IP à un nom en lettres, un nom, par exemple Google. Hein. Donc le DNS va associer Google à une adresse IP physique, hein, logique, pardon, l'adresse logique, l'adresse physique étant l'adresse MAC. Donc voilà pour cette première présentation qui peut être un petit peu longue.